Imagitatrice, imagitateur, hello there! Comment que ça va bien les gens? Éric pour te présenter l'actuel play Mer de sang, qui se déroule 200 ans avant Jésus-Christ au nord de l'Europe. Et ce, toujours livré à la manière des imagitateurs, c'est-à-dire avec la musique, le bruitage monté aux petits oignons, un peu à la manière d'un livre audio. Mais si aujourd'hui je prends la peine de te parler avant cet actuel play, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui communiquent avec nous sur nos réseaux sociaux ou laissent des commentaires sous des vidéos YouTube pour nous dire qu'ils apprécient grandement les personnages que l'on présente. Et pourtant, pour tous nos actuels plays, les personnages sont créés 10 à 15 minutes avant la session. Moment durant lequel on établit, grosso merdo, les liens entre les personnages. Mais la grande majorité des personnages sont créés en jouant, durant la partie. Et ce, ça se fait pierre par pierre, question après question de la part du MJ. Donc, je vous invite à prêter une attention particulière à cette façon de faire qu'utilisent les imagitateurs et, dans le cas de cet actuel play, surtout dans les 30 premières minutes. Bon, j'espère que ça répondra aux gens qui se posaient la question. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage. Deux siècles avant la naissance du Christ, bien avant que le nom d'Odin, Thor et Freya ne soit même pensé, les hommes et les femmes du nord de l'Europe croyaient que les esprits habitaient tous les aspects de la nature, les arbres, les rivières, les montagnes et certains des animaux qu'ils jugeaient plus nobles. En ces temps reculés, la magie existait encore, très faiblement, mais encore. Dans ce décor sauvage et empreint de rites, laissez-moi vous raconter la légende d'une grande guerrière, et peut-être le dernier chapitre de son histoire. À cette époque lointaine, les vastes terres en bord de mer étaient sous le contrôle du Jarl Loken. Après la conquête de plusieurs territoires, le Jarl avait récompensé ce qui était sans doute sa meilleure guerrière. Son premier bouclier de sa garde rapprochée, Astrid, que l'on surnommait Astrid, cœur de fer. Désireuse de quitter les champs de bataille et l'odeur du sang, après toutes ces guerres de conquête, Astrid accepta de belles terres cultivables, dominant un fjord. Puis, elle se maria et enfanta. Toutefois, l'emprise de la mort dépasse largement le territoire des champs de bataille. Des années plus tard, son mari mourut, emporté par la fièvre d'un hiver trop long, trop mordant. Notre histoire commence 3 ans après la mort de ce dernier. Les rideaux se lèvent sur notre récit lors d'une chasse, alors que le Jarl Loken est venu visiter le village. Mais surtout, sa vieille amie, la femme qui lui avait sauvé la vie tant de fois par le passé, lorsqu'elle était son premier bouclier. Chapitre 1. La chasse. Le souffle léger du vent a une haleine automnale ce matin. Les chasseurs avancent en silence, leurs pas feutrés se fondant dans la mousse épaisse des sous-bois. Vous êtes une demi-douzaine, formant 2 groupes, marchant en parallèle. Ombre furtive parmi les pins sylvestres et quelques bouleaux. À l'horizon, ondulé de hautes montagnes que l'on entrevoit à travers le branchage, le ciel se teint de nuances d'ambre et de safran, annonçant une journée sans doute sans nuages. Un cerf, un dicor magnifique et insaisissable, est votre quête. Quel précieux trophée il ferait pour l'homme qui porterait le coup fatal, ou pour la femme. Car oui, une présence féminine avance à leur côté, n'ayant rien à envier à la vigueur de leur silhouette robuste. À quoi ressembles-tu, Astrid, alors que tu chasses avec ces hommes? Je suis une femme très grande, le visage marqué par les années et par la vie dehors, une musculature importante, un corps très athlétique, un regard sombre et des traits fermés. Le sourire est rarement affiché sur mon visage.
et en particulier là, puisque je suis très concentrée sur ce qui est en train de se passer. Pour me donner une idée, Astrid, quel âge as-tu environ? 45 ans. Vous êtes à la chasse aux cerfs. Dis-moi, quelle arme privilégies-tu? La lance ou l'arc? La lance. Tu t'infiltres un peu plus dans les sous-bois, Astrid, suivi de ton fils, Ivar, et du Jarl, Loken. Vous formez le groupe qui couvre la gauche. La forêt murmure autour de vous des odeurs d'une nature qui se prépare au grand sommeil hivernal. Nous sommes au cœur de l'automne. Malgré ce calme, les battements de vos cœurs résonnent, rythmés par l'adrénaline. Vous êtes tous unis dans une quête de fierté et de défi, entre le désir et le respect pour cette bête que vous convoitez. À votre droite, à peine visible à travers les fougères, l'autre trio. Il y a d'abord Hagar, le frère cadet du Jarl, puis Torp, le premier bouclier du Jarl. L'ancien rôle que tu occupais, Astrid, auprès du grand chef des clans. Oui. Et il y a toi, Henrik, le beau-frère d'Astrid. Que voit-on alors que notre intérêt se pose sur toi? On remarque en premier ma longue barbe tressée, soigneusement, qui se termine par une boucle de métal. Mes cheveux longs tirés en arrière, et dans mes mains, ma lance, dont le manche est teinté de rouge. Je regarde la scène d'un regard détaché. Du haut de ma cinquantaine, c'est pas la première fois que j'assiste à ce genre de spectacle. Un regard pour le premier bouclier, Torp. Puis mon regard se fige sur Astrid et son fils. Est-ce que tu as envie, cette jeunesse, alors que ton regard s'est posé sur Torp, mi-vingtaine, dans la force de l'âge, avec l'un des rôles les plus importants auprès du Jarl, premier bouclier, quel genre de regard as-tu posé sur lui? Un peu curieux, là. Je l'ai jaugé. Je connais le passé d'Astrid. Je sais qu'elle a été à sa place. Et je me demandais si il sera ce même premier bouclier pour le Seigneur que l'a été Astrid. S'il sera à la hauteur de la tâche, lui. C'est plutôt lui que je jugeais que Astrid. Savoir ce que valait le premier bouclier. Maintenant. C'est un œil scrutateur militaire d'un ancien guerrier? Oui. Même si tout ça est derrière moi, il y a des signes qui ne trompent pas. Même si le choix ne me revient pas, je fais partie de ceux qui ne sont pas conquis par le choix du premier bouclier. Alors que vous avancez, avec une précision presque rituelle, hein? Une flèche encochée à votre arc, ou une lance à hauteur d'épaule, prête à libérer le coup fatal, l'ombre du grand cerf flotte un instant dans les arbustes, le temps d'un battement de cils, puis disparaît à nouveau, après un formidable bond silencieux. Mais Ivar, ton fils Astrid, fait un signe. Lui n'a pas perdu le cerf de vue. À quoi ressemble ton fils, Astrid? C'est un grand gaillard qui a sûrement hérité de ma taille. Il est très grand pour ses 14 ans. Très musclé, ressemblant plus à un homme qu'à un adolescent. Semblant même plus vieux que la plupart des autres enfants de 16 ans. Et quand tu dis dans les grandes tailles, Astrid, toi, tu fais dans les combien? Je fais 1m82. Ah, c'est pas un petit brin de femme, là. Oh non. Le rite de passage à l'âge adulte se fait entre 14 et 16 ans chez les tiens. Dis-moi, Astrid, pourquoi Ivar n'a pas été encore présenté devant ses pairs comme adulte? Pourtant, en force, en taille, en adresse, il surpasse à peu près tous les jeunes de son âge et même les plus vieux. Clairement, Ivar, aux yeux de ton clan et de ton village, c'est un adulte. Pourquoi retardes-tu son passage? Ou tu veux garder ça secret? Parce qu'il a le temps, enfin. Pourquoi est-ce qu'il faudrait se précipiter s'il peut attendre un peu avant de devenir adulte? Ça ne peut pas lui faire de mal. Le temps? Pourtant, il me semble que Ivar est impatient de devenir adulte. Oui, mais il ne se rend pas compte de ce que c'est que d'être adulte. Être adulte, c'est aussi s'exposer à des choses qui ne pardonnent pas, parfois. Je sens dans tes propos une mère qui protège son fils. Il se pourrait, oui. Mais il n'y a pas que la guerre qui emporte les gens, et même les guerriers. Exact. Ton défunt mari en est la preuve.
c'est la fièvre. C'est un hiver qui l'a arraché à toi et à ta famille. Tout à fait. Tu ne pourras pas toujours le protéger, Astrid. Eh bien, nous verrons. Mais pour l'instant, j'ai encore un pouvoir de décider de ça. Et là, vous me provoquez là, en tant que MJ. Henrik, toi qui es près de la famille d'Astrid, depuis que ton jeune frère est mort, l'oncle a pris beaucoup de place dans cette famille. Toi, est-ce que tu es d'accord avec cette décision d'Astrid de retarder la cérémonie du passage adulte d'Ivar? Est-ce que tu es d'accord avec cette décision-là? Je suis pas forcément d'accord. À vrai dire, je n'ai même pas mon mot à dire là-dessus. Ce n'est ni mon fils, ni à moi de décider, mais j'ai une vague idée du pourquoi. Ou en tout cas, je pense avoir une vague idée du pourquoi elle retarde ce rite. À tes propos, je devine que Astrid, c'est pas une femme qui se confie comme un livre ouvert. Ni qui se confie, ni qui écoute l'avis des autres. OK. On commence à voir le profil. Le Jarl Loken lentement s'approche d'Ivar, qui a fait signe qu'il lui, voit toujours le cerf. Ton fils porte dans sa main une lance, dont la hampe est rouge, d'un rouge tirant sur la couleur rouille, puisqu'elle a été teinte avec de l'oxyde de fer, un cadeau de son défunt père. À l'époque, ton mari avait teint la lance pour qu'Ivar la retrouve plus aisément dans les bois, celle-ci étant destinée à la pratique. D'un hochement de tête, le Jarl signifie à ton fils que le cerf est à lui. Un grand honneur, alors qu'il s'agit du chef des clans et qu'il est l'invité de votre village. On peut même lire l'incrédulité dans le regard de ton fils, si bien qu'il détache les yeux du Jarl pour te regarder, comme pour avoir ton assentiment, Astrid. Très surpris qu'on lui fasse l'honneur de tenter un tir sur la bête. Je hoche la tête, bien sûr. Tu peux deviner ce léger sourire venir s'apposer sur les lèvres de ton fils. Contrairement à toi, il est plus sujet au rire et à la bonne humeur. Sans doute qu'à la maison, il compense un peu ton humeur maussade. Malgré ses 50 ans passés, le Jarl Loken reste un homme fort comme un bœuf, hein? La mâchoire carrée encerclée par une barbe argentée, de la même couleur que ses cheveux retenus par une queue de cheval. Et sur un champ de bataille, tu l'as toujours vu se battre comme un berserker, Astrid. Mais assis sur le trône, il est capable d'une grande sagesse, ce qui lui a permis de le conserver d'ailleurs. Donc, t'as donné ton feu vert à Ivar, Astrid. Donc, on va voir ton fils envoyer son bras vers l'arrière, bander ses muscles puissants, et il est prêt à relâcher sa lance. Il a visé à excellent. Donc, c'est un jet à 60%. Je vais te laisser le faire, Astrid, étant donné qu'il s'agit de ton fils. 60% et moins. D'accord. Pour toucher ce magnifique cerf, ce dicor. 53. On est avec un oui, mais. Mais attention, alors que la lance d'Ivar fuit sa main pour se propulser vers le cerf, tu vois l'animal, Henrik. En une fraction de seconde, tu perçois son œil noir, apeuré, mais aucunement par votre présence, car son attention est portée vers le sud, vers les montagnes. Mais ce que tu devines en une seconde, dans son regard, c'est une peur presque panique. La lance est lancée, et elle va toucher. Mais, quel serait ce mais? Je vous pose la question à vous deux. L'animal s'enfuit quand même. Tu sais, genre, il est pas à terre, vaincu pour autant. Peut-être qu'il va encore tenter de s'enfuir ou aller mourir un peu plus loin. Mais ça va prendre du temps, ça sera pas aussi beau et propre que prévu. Ça te va, Astrid? Oui. Ivar touche, mais le coup n'est pas mortel sur le coup. Ok. La lance rouge a percé et fait couler le rouge, mais pas assez pour que l'animal chavire. En 3 formidables bonds, il disparaît à nouveau, mais laissant derrière lui une traînée sanglante qu'il vous sera aisé de retracer, surtout avec Torp parmi vous, le premier bouclier, qui semble très doué pour la traque. C'est au bout d'une 30aine de minutes, arrivé dans une clairière,
que vous allez retrouver le cerf, la lance droite, figée dans son flanc qui se soulève difficilement alors qu'il respire encore. Faites-vous quelque chose de particulier? Comment vous agissez? Une fois, moi, dans la clairière, quand tout le monde s'attroupe autour de la proie, j'aurai un regard vers le sud, vers les montagnes. Une sensation, un réflexe. Je n'en dirai mot à personne, mais je peux pas m'empêcher de regarder dans cette direction. C'est quoi, Henrik, un mauvais pressentiment? Non, comme cette sensation que quelque chose te regarde ou un ressenti. Mauvais ou non, j'ai l'impression d'être épié par quelque chose ou quelqu'un. J'accorderai quelques secondes et puis je reviendrai vers le groupe et franchirai les quelques mètres qui me séparent de tout le monde. Toi, Astrid, que fais-tu? On est autour de la bête qui n'est pas encore morte, c'est ça? C'est en plein ça. Okay. Dans cette clairière, peut-être qu'on vous voit former une espèce de demi-cercle, avancer lentement à travers les fougères, tacheté ici et là de quelques gouttelettes de sang, et ce magnifique cerf au bois impressionnant, au sol, immobile, dont la seule chose qui bouge, c'est ce torse, ce poitrail qui monte et redescend difficilement. Je m'approche tout près du corps de ce cerf, porte ma main à ma ceinture et en sort une lame, une sorte de dague. Aussitôt que ta lame est au clair, Astrid, la main puissante du Jarl vient se poser sur ton avant-bras. Astrid, c'est le sien. Je soutiens le regard, toujours très noir, et j'emporte le bras du Jarl avec moi, en tendant ma lame à mon fils. Le Jarl, Loken, te fait un hochement de tête, approuvant ton geste. Connaissant les rituels de ton peuple, Ivar, en te voyant avancer vers lui, a déjà tendu la main. Tu lui donnes ton poignard? Oui. Qu'est-ce que l'on voit? Décris-moi la scène. Que va faire ton fils, Ivar? Il va poser un genou par terre, poser une main sur le flanc de la bête et l'achever d'un coup sec. L'ombre du Jarl Loken enveloppe la silhouette d'Ivar au sol. Le chef de clan s'agenouille près de ton fils. Toujours une prière, Ivar. Toujours remercier les esprits. Esprits des bois et du vent, nous marchons sur vos terres avec respect. Donne-nous la force de chasser avec honneur et de ne prendre que ce qui est juste et nécessaire. Que ce cerf, noble créature, nous accorde son dernier souffle en paix. Que son esprit retourne à la forêt et que sa force vive nourrisse nos cœurs. Et à ces mots, il pose une main sur le cœur d'Ivar. Par sa chair, par la terre, le feu et l'eau, nous vous prions et vous remercions, esprit. Et à la fin de sa prière, toujours agenouillé près de ton fils, le Jarl se retourne vers toi, lentement, Astrid. Un léger reproche dans le regard. Tu comprends alors que le Jarl a sans doute compris que, au niveau de l'éducation d'Ivar, il y avait quelques failles au niveau des rituels. Je détourne le regard, je n'ai pas envie de soutenir celui-là. Il trempe un doigt dans le sang, sur l'encolure de la bête. Le Jarl vient lentement tracer, dessiner 2 traits sanglants sous les yeux d'Ivar. Bravo, mon garçon. Cette victoire est tienne. Avais-tu quelque chose à rajouter, hein, Henrik? Non, juste que, comme le reste du groupe sûrement, j'ai pris un peu de sang et m'en suis apposé sur le front, moi aussi, sur un symbole plus simple que celui du Jarl, mais qui montre mon respect pour les rituels et les coutumes. Question, qu'est-ce qui aurait fait en sorte que Ivar a omis cette prière aux esprits avant d'abattre son couteau dans la gorge de l'animal? La nervosité ou Ivar n'avait pas toutes les clés des rites autour de la chasse? Ça m'étonne quand même, surtout que t'es très proche de lui, Henrik, depuis la mort de Bjorn, son père. Peut-être l'émotion d'avoir été choisi comme première lance pour abattre la bête. Ça faisait longtemps qu'il me parlait qu'il voulait chasser lui aussi, montrer de quoi il était capable. Peut-être que dans la précipitation, il a oublié ce que je lui ai montré maintes fois et appris maintes fois. Il y aura sûrement un peu de reproche dans mon regard
quand je verrai notre Seigneur lui faire les reproches, lui aussi. Mais sur le ton de l'enseignant qui est un peu déçu de son élève, sans m'en offusquer pour autant. On te sent un peu protecteur envers cette famille, qui est celle de ton frère. J'étais proche de mon frère même malgré nos désaccords. Et je pense que... Et j'ai appris à faire de sa famille la mienne bien avant qu'il nous quitte. As-tu une famille de ton côté, Henrik? Non, rien. Depuis que j'ai rendu les armes il y a quelques années. Plus que Astrid, plus que aucun homme du village, ça a été mal vu. Qu'un guerrier s'arrête aussitôt. Surtout pour aller retourner cultiver la terre. Pourquoi l'art de la guerre a fini par t'écœurer? Ça, au final, ça manquait de sens. Les tueries engendrent plus de tueries, toujours des terres, toujours... La terre, elle, nous donne de quoi manger, de quoi survivre, de quoi tenir plus longtemps que n'importe quelle guerre ou quelle bataille. J'ai appris à chérir ce qui me faisait vivre plutôt que ce qui engageait ma vie. De sages paroles, comme seul un vieux guerrier peut prononcer. La sagesse de celui qui a passé plus de 50 étés et est toujours là. Bientôt la retraite. Et toi, Astrid, lorsqu'est venu le temps de raccrocher ton bouclier, tu as demandé des terres cultivables. Oui. Pourquoi? Parce que Bjorn, ton mari, était également guerrier. Vous auriez pu rester près du Jarl et vivre royalement comme conseiller ou autre. Pourquoi le choix de la terre? Eh bien, lors de notre dernière bataille commune, j'ai été salement touchée. Et il n'était pas tout à fait sûr que je m'en sorte indemne. Il a eu peur et il m'a dit qu'il était temps pour nous d'arrêter et de s'installer dans une vie plus confortable, plus sage. Ton regard envers la guerre aujourd'hui, quel est-il? J'ai toujours cette même soif, elle n'est jamais partie. J'étais incroyable sur un champ de bataille. Comment es-tu arrivé à tourner le dos à tout ça alors que tu sens encore l'appel du combat? Eh bien, il y a déjà plusieurs années de ça, j'étais admirative et amoureuse de Bjorn. J'ai entendu ses paroles lorsqu'il disait qu'il avait cru me perdre et que nous devions raccrocher nos armes. C'est donc par amour que tu as décidé d'arrêter de faire la guerre. C'est exact. Et aujourd'hui, ma principale activité est de tondre des moutons. Et moi, ma principale activité, en tant que MJ, c'est de vous tondre. Et là, je vais vous rentrer dedans. là, vous m'avez ouvert des portes. On s'en va à la scène 2. Ah, là, j'ai de la poigne. Merci. On est gentil comme joueur parce qu'à chaque fois, on fabrique des perchasses. Je trouve aussi, ouais. Ah, c'est du bonheur. Je ne sais trop comment vous remercier. Ah oui, je sais. Vous frappez. Chapitre 2. Festin et rêve. On avance vers une longue maison en bois, au toit de chaume. C'est celle du chef du village, Larsen. La porte s'ouvre avec un grincement et là, à l'intérieur, la chaleur nous enveloppe aussitôt, ainsi que l'odeur du bois brûlé et de la viande rôtie. Les flammes vacillantes des torches projettent des ombres sur les visages des convives. Une vingtaine à peu près. Au grand bonheur de Ginny, les cornes d'hydromel s'entrechoquent. Au grand bonheur d'Astrid, mais pas de moi. OK. Oh, mais moi, je confonds des fois tes personnages. Ouais. Ils sont tellement réalistes. Oh, le message Oh. Octogone est encore si proche. Ouais, mais l'hydromel, c'est à base de miel. Moi, je bois du thé. Ah non. On voit les cornes d'hydromel dans des mains puissantes, tandis que certaines frappent sur les tables, marquant le rythme d'une chanson guerrière et grivoise. C'est le petit festin, en hommage à la chasse, à la bonté de la nature et aux esprits qui y résident. Mais c'est aussi un hommage au Jarl, Loken. Assis à même le sol, sur des fourrures, hommes et femmes mangent avec entrain et joie, racontant leurs exploits de la journée. Au centre de la salle, le grand cerf, la proie du jour. Sa carcasse est en partie dépecée, des morceaux les plus nobles déjà rôtis au-dessus des flammes. Il y a deux grands absents à cette fête. D'une part, Ivar, car il n'est pas adulte, et il manque aussi Henrik. Le Jarl tend sa corne à boire vers toi, Astrid. Premièrement, je veux savoir,
est-ce que tu bois? Hmm, Qu'est-ce qu'il y a dans ta corne à boire? J'imagine que c'est un alcool quelconque. De l'hydromel? De l'hydromel, oui, peut-être. Puisque nous sommes à un moment de fête. Et je vais tendre la main pour attraper ce verre offert. Aussitôt que tu as ta corne en main, le Jarl te propose un toast. De heurter vos cornes à boire. J'obéis, sans sourire sur mon visage, ses sourcils toujours arqués. Mais je m'exécute, je sais qu'il faut rendre hommage dans ces moments. Alors que lui, son visage est tout à la fête. C'est déjà ses joues au-dessus de sa barbe grise qui rougeoient. Je suis heureux d'avoir pu te revoir encore une fois, avant mon dernier grand voyage, ma chère Astrid. Tu sais, je ne suis plus tout jeune. Les blessures du passé se réveillent et me rappellent à ma condition de vieil homme. Tu es heureux de me revoir, mais je ne suis jamais très loin. Voilà plus d'une année que je ne t'avais pas vu. J'ai un vaste territoire à visiter, et c'est peut-être mon dernier passage ici, qui sait. Alors, profites-en et amuse-toi. Il lève sa corne, te fait un signe de tête, mais elle la redescend, et son visage se fait un peu plus soucieux. Mais je suis inquiet, Astrid. Ton fils, c'est un homme maintenant. Il est en âge de pourvoir aux besoins de son village et de le défendre. Mon visage se ferme encore plus. Devant ta fermeture, le Jarl ne baisse pas les bras. Mais aussi, il est le fils d'une formidable guerrière, qui fut ma première championne. En vérité, sa place, Astrid, est auprès de moi. Tu ne peux faire de ce garçon un simple paysan ou commerçant. Il a l'œil et la vigueur du guerrier. Il en a fait la démonstration ce matin. Et ce soir, et là il embrasse la salle, illuminée de torches et engayée de chansons. Et ce soir, il devrait être parmi nous, en tant qu'adulte et en tant que futur guerrier. Comme je te le disais à l'instant, profites-en et amuse-toi. Je peux comprendre le désir d'une mère. Il n'est pas loin de celui d'un père, tu sais, Astrid. Mais ce n'est pas en l'éloignant de tout cela que tu l'empêcheras de suivre sa route. La rivière trouve toujours son chemin pour aller à la mer, tu sais. J'entends. Je vide le contenu de ma corne. Est-ce que tu grimaces? Ça semble bien pensé, l'hydromel, pour Astrid. Je grimace peut-être un peu trop face à cet homme. C'est ses propos qui te font grimacer ou c'est l'alcool? Plutôt ses propos. Ouais, j'ai cru deviner. Allons ailleurs. À moins que... Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Astrid, sur cette scène? J'allais dire que... Est-ce qu'on te voit plus sombre? Est-ce qu'on te voit plus noir? Est-ce qu'on te voit te renfermer? Est-ce que tu vas t'éloigner de la table des grands? Exactement. Je vais poser cette corne sur la table, soutenir le regard de cet homme auprès de qui j'ai servi pendant si longtemps. Et me détourner. Aller m'asseoir sur une souche, un peu plus loin. M'isoler un petit peu de cette fête. Et le visage toujours rembruni, ses sourcils toujours froncés. Je vais laisser passer la fête en essayant d'esquiver au maximum les personnes qui sont là. Sans m'absenter non plus parce que je sais que ce serait mal pris. Mais déjà, j'ai hâte que cette soirée se termine. Tu t'es esquivé aux questions du maître de jeu, Astrid, en éludant les propos. Ah, il a le temps d'être adulte. Et tu t'es esquivé aussi à ton Jarl. Sacrée tête de mule, cette Astrid. Il semble qu'elle ait un caractère bien trempé. Et qu'elle ne veut pas regarder la vérité en face. Et oui, c'est tellement plus facile. Ouais, je comprends. On va te voir, Henrik? Viens-tu? Je vous lâche pas. Miam, miam, miam. T'as toujours ta musique? Toujours ma musique, c'est devenu mon... T'as toujours ton doudou, c'est bon? Ok. Henrik, tu es absent de ce festin. Tu as accompagné Ivar jusqu'à la ferme d'Astrid, son domaine, et pris connaissance que la petite Léla allait bien, elle qui était avec la vieille Thora, une femme de plus de 60 ans qui aide Astrid, surtout pour, j'allais dire la cuisine, la broderie et compagnie, mais je veux pas avoir de préjugés, mais est-ce que c'est pour ça qu'elle est là, Thora, sur la ferme, Astrid, pour t'aider à ces tâches un petit peu plus
Traditionnelle? Elle aide pour beaucoup de choses différentes. Elle peut aider à la ferme, elle m'aide avec les enfants aussi. C'est un peu comme un bras droit pour moi. Elle prend le relais lorsque je suis occupée. Tout compte fait, elle t'a tout appris de la ferme, comment mettre au monde un mouton, une chèvre et cultiver la terre? Exactement, oui. Je comprends. Henrik, reconduire Ivar, ce n'est pas la seule raison pour laquelle tu as évité le festin chez Larsson, le chef du village. Ce festin en l'honneur du Jarl. Peux-tu me dire pourquoi? Quelle est la vraie raison de ton absence à ce festin? Parce que je connais la teneur des questions, des récits, toujours les mêmes. Des gens qui se vantent d'avoir gagné telle guerre, telle bataille. Ces gens qui accordent tellement d'importance au fait de ôter quelque chose de précieux. À chaque fois, c'est un peu plus dur et je sens une vague sourde monter en moi. Voilà quelque temps que j'évite ce genre de banquet, que je préfère dire à Astrid que je raccompagne Ivar ou Leila ou Thora le moment venu et que je m'occupe de la ferme. Ça me dépasse plus parce que ça me désintéresse. T'es en train de me dire que, Henrik, tu es si dégoûté par la guerre que t'en es venu même à ne plus supporter la présence des guerriers et de leurs récits et de leurs chansons? Exactement. Et sûrement les derniers banquets se sont finis en début de bagarre improvisée parce que je perdais patience. Et je préfère pas causer de tort en présence du Jarl Loken. On reconnaît bien ta sagesse, Henrik. Alors que tu dors à point fermé, un curieux rêve vient t'ensorceler. Tu te vois près de la rivière Claire qui coupe la forêt de Tremble au sud des terres d'Astrid. Le chant de l'eau se mue lentement en une voix distincte et cristalline, et une forme s'agite et danse sous les flots ridés par le courant. La silhouette d'une femme, haute comme deux hommes, s'ébauche sous les vagues. Celle-ci émerge de l'eau, comme soulevée par des mains invisibles, nue comme à la naissance, belle comme la fin du printemps. Elle se tient debout, devant toi, lévitant au-dessus des eaux. Ivar, danger, sang, rivière de sang. Je la vois, la colère d'une mère qui devient une mer de sang, de sang. La femme prononce des mots et d'autres phrases, mais le rêve t'échappe, alors que la réalité du monde des vivants t'agrippe pour te recracher sur ta couche. Tu te réveilles, Henrik, en sursaut, peut-être même en sueur. Dis-moi, comment va ton cœur? Comment vas-tu après ce cauchemar? Des palpitations et mon cœur qui bat dans mes tempes. Je pensais avoir sursauté, mais j'ai les yeux grands ouverts face au feu et je regarde les flammes danser dans le noir. Un noir qui s'estompe alors que les flammes sont presque mourantes. C'est presque le lever du jour. Et ce cauchemar, ce mauvais pressentiment, je serais tenté de te faire prendre un état émotionnel. Oui. Si tu es d'accord. Oui. Quel serait-il? Je cocherais bien perdu. Un peu incompréhension. Tu vois, un peu... Pourquoi moi? Pourquoi Ivar? Pourquoi la rivière au sud? La même sensation qui m'a fait tourner la tête lors de la chasse. Ça me dépasse un peu. Ça me prend au dépourvu. Les noms de ta nièce et de ton neveu étaient au cœur de ce cauchemar. Danger, sang. Que fais-tu? Je suis chez Astrid là ou je suis chez moi? T'es chez toi. T'es environ à 1 kilomètre du domaine d'Astrid. Et tu vois déjà que le ciel... on était proche de ton heure de lever là, pour aller aider à la ferme. Là. Mais tu t'es réveillé plus tôt. Oui. C'est d'un pas rapide, je pense que je parcourais la distance qui me mène à la ferme d'Astrid. Sous prétexte de m'être levé un peu plus tôt, si on me demande, je me dirige un peu rapidement vers sa maison, avec ma lance et ma hache. J'ai besoin de voir Ivar, j'ai besoin de voir Leila et même Astrid, s'il le faut, au moins pour me rassurer. Quelqu'un qui regarderait la scène d'un peu plus loin verrait clairement que mon pas est à la limite et de ces foulées qui sont à la limite de la course pour parcourir ce kilomètre. En espérant que ce rêve ne soit pas prémonitoire. Chapitre 3. La ferme maudite.
Arrivé à la ferme, Henrik, aux premières respirations du jour, une brume haute de 3 coudées s'agrippe à la terre. Ce qui te frappe immédiatement, c'est le silence de mort qui règne sur les lieux. À l'entrée de la propriété, une forme, au sol, un corps, immobile. Je couvre les derniers mètres en courant. Je me précipite et laisse tomber ma lance. Astrid ? Astrid ? Je me rapproche du corps. Est-ce que c'est Astrid ? Un corps plus petit, Tora, la servante, la bras droit d'Astrid. Une jambe tordue en un angle curieux, cassée au niveau du genou. Alors que tu l'interpelles, elle ne réagit pas. Je pose mon oreille sur son torse et j'écoute si j'entends son cœur battre. Un battement, et puis 2, et la poitrine qui se soulève légèrement. Elle respire. Et je me mets à hurler « Astrid, où es-tu » Je rempoigne la lance que je viens de faire tomber et je me rapproche de la maison en la tenant à 2 mains. Derrière toi, Henrik, tu entends des chevaux. Seul le Jarl Loken peut s'offrir le luxe de se déplacer à cheval. Astrid revient. Grimpé sur des chevaux, le même équipage qui était à la chasse hier arrive. Soit Astrid, le Jarl Loken, son frère Hagar et Torp, le premier bouclier de sa garde. Comme la plupart des gens de votre peuple, lorsqu'il est temps de festoyer, vous ne faites pas dans la dentelle. La fête s'est étirée jusqu'aux premières lueurs du jour. Astrid, tu chevauches à côté de ton Jarl, Loken, et celui-ci, à la vue du corps, tout près d'Henrik. « Bon sang, que se passe-t-il ici? Henrik, réponds !» Et d'un geste, je lui coupe la parole, sans le regarder, et je lui fais un signe très distinctif, et je pointe ma lance en direction de la maison. Et tu reconnais tout de suite la position de l'ancien guerrier qui chasse, aux aguets. Je saute du cheval. Astrid, que fais-tu? Je vois ce qui est en train de se passer, mais j'ignore complètement. Je saute du cheval, je me rapproche du corps qui est au sol. Je vois que c'est Tora. Oui, tu vois que sa tête bouge légèrement, comme si elle s'éveillait. Je la regarde, je te regarde, Henrik, quelques secondes. Ivar, Leila, ils sont où? Du haut de son cheval, le Jarl. « Mon frère, prends Torp avec toi et allez à la maison, voir si les enfants d'Astrid dorment encore. » « J'y vais seul. Garde Torp près de toi, n'oublie pas qui tu es, mon frère. » Alors qu'il parle, je m'élance dans la maison. Et je la talonne, je la suis de près. Vous entendez les sabots du cheval du frère du Jarl, Hagar, qui martèle le sol près de vous, qui vous accompagne. Je tonne d'une voix grave et comme sortant des enfers les prénoms de mes enfants. En entrant dans la maison, Astrid? En entrant dans la maison, oui. Avec, bizarrement, ce visage qui n'a toujours pas vraiment d'expression. Peut-être une trace d'inquiétude dans les yeux, mais il faudrait vraiment bien me connaître pour la voir. Seulement dans ma voix, un ton un peu étranglé, une angoisse qui ne s'est sûrement jamais fait entendre par les gens qui sont autour de moi. Ivar, Leila. Rien. Aucune réponse. Alors que tu tires les rideaux qui séparent vos chambres, tu découvres des lits dans lesquels on a dormi, mais plus personne dans les couvertures. Je retourne littéralement la maison, j'ouvre, même dans des endroits improbables, un placard de cuisine qui semble de loin beaucoup trop petit pour contenir les enfants, mais j'envisage tout, je fouille toute la maison. Toujours planté droit à la porte, le frère du Jarl, Hagar, observe tes gestes, un peu confus. Demande à Tora, toi, demande-lui si elle a vu quelque chose. Ma main attrape ton avant-bras, Astrid. La bergerie. Le matin, il y est souvent pour s'occuper des animaux. On y va. Avant que Hagar n'ait pu réagir, je le repousse dans l'encadrure de la porte et me dirige vers la bergerie. S'il ne s'est pas poussé, il va prendre un deuxième coup d'épaule au passage de ma large carrure. Hé, on se calme! Ils sont sans doute en train de travailler dans les champs. Il vous regarde vous éloigner. Et alors que on vous voit courir en arrière-plan vers cette cabane, la cabane à moutons, tout près de l'enclos où ceux-ci reposent le jour, et cette cabane qui les abrite la nuit ou par temps froid, on voit en premier plan Tora et le Jarl Loken penché sur elle, et la vieille Tora de dire Les moutons, la cabane à moutons, les enfants.
Alors que vous courez vers l'enclos et la cabane où reposent les moutons, vous pouvez constater les doubles portes ont été défoncées et gisent dans la boue en plusieurs morceaux. Et contre le mur extérieur, à gauche, une minuscule silhouette recroquevillée, assise, dos au mur, la petite Léla agrippe de ses bras ses jambes pliées contre sa poitrine. Elle se bascule d'avant-arrière et elle tremble de tout son petit corps de 9 ans. Je fonce dans sa direction, j'accélère encore plus. Et lorsque j'arrive à sa hauteur, je lui attrape le bras au niveau du biceps. Je la relève, je l'observe quelques secondes de voir si il y a des traces de sang ou quelque chose qui semble cassé sur elle. Traces de sang n'est pas le mot. Alors que tu y agrippes le bras, tes doigts sont poissés de sang. De la cime des cheveux jusqu'à ses orteils, elle est recouverte de sang. Tu es blessé? Tu as mal quelque part? Son regard est fixe, Astrid, lointain, perdu. Layla! Tu vois ses lèvres qui semblent prononcer des mots, mais ce n'est que le silence qui fuse de celle-ci. Voyant que tu t'occupes de Layla, je m'approche de la porte de l'enclos. La lance resserrée contre mes poings. Je me présente devant l'entrée. Ton pied vient piétiner un fragment de la porte qui a été défoncé. Au loin, on entend la voix du Jarl. « La cabane! T'auras dit que... La cabane! » J'ai Layla! Je soulève la petite par l'avant-bras, je la passe comme assise au niveau de mon bassin. Je n'entends pas le Jarl, tous les sens à l'affût, dressé vers l'avant, en quête du moindre bruit, du moindre mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Fait Hagar, le frère du Jarl derrière toi. Malgré les portes défoncées, c'est une noirceur qui enveloppe l'intérieur de la cabane à moutons. Cette espèce de grange. Ivar, tu es là? Rien. À moitié rentré dans la cabane, de dos tu vois mon corps qui se fige. Je passe Layla dans les bras d'Hagar et je viens me mettre à côté de toi. Les yeux qui scrutent l'obscurité, le regard mauvais. L'homme a fait un pas de reculon alors que tu approchais l'enfant pour le mettre dans ses bras. Je lui ai littéralement collé dans les bras. Hein. Mais visiblement peut-être agacé que tu l'exclues de la sorte en le reléguant au rôle de nounou. J'imagine que je ne vois même pas ça. Tout ce qui compte là, c'est retrouver mon fils. Tes vêtements sont maintenant souillés de sang. À l'entrée de la porte, une odeur féreuse frappe Henrik. L'odeur du sang en grande quantité, en trop grande quantité. Je continue à avancer. Je cherche, mes yeux fouillent partout. Je regarde au plafond, au sol. Vous entrez? Oui. Devant vous, sur le sol en terre battue, un bras, trop encharpi pour être en mesure d'être identifié. Puis, un amas au centre de la cabane, éclairé par un ray de lumière provenant d'une fenêtre. Un amas de chair sanguinolent et informe. Et dans ce monceau cramoisi, une petite masse de cheveux blonds détonne. Pas de doute possible. Il s'agit d'Ivar. On entend le bruit de mon corps lourd qui s'affaisse à genoux dans ce mélange de boue et de sang. Non, Ivar. Ma main tente de s'approcher du reste de bras, mais n'ose pas le toucher. Oh. Je reste comme figé à côté du corps de mon fils, les yeux écarquillés qui observent la scène. Une main vient serrer ton épaule, de derrière toi, Astrid. Je chancelle. Une faiblesse de quelques fractions de seconde. Un genou qui flanche, et puis je me redresse, mais comme automatique. Il faut sortir, Astrid. Fais la voix du Jarl Loken dans ton dos. Alors qu'il a posé une main sur ton épaule et de son autre main, alors que tu flanchais, t'as légèrement retenu par la taille. Je me retourne vers lui, plante mes yeux dans les siens. Un regard totalement vide, aucune expression, aucun sentiment détectable. D'un geste presque tendre, il va prendre tes deux avant-bras et t'amener vers lui. Lui reculant et te faisant avancer, sortir de la cabane. Alors que vous sortez, Torp, le premier bouclier, lui entre et vient s'agenouiller à côté de toi, Henrik. Mon Dieu. Je ne ressens pas sa présence au début, j'ai les genoux à terre, les avant-bras dans la boue et le sang. Je laisse couler à flot mon émotion et mes sanglots. Non, Ivar.
D'abord Bjorn et puis toi. Quand je me redresse, à peine sentant la présence de Torp, on voit ma longue barbe maculée de sang et de terre, mes avant-bras rougis, et ce que voit Torp, c'est les yeux de quelqu'un totalement perdu, désespéré. Avec son aide, tu vas sortir de la cabane? Oui, mais plus grâce à son aide que par mes propres moyens. Peut-être qu'il me portera chancelant, à moitié couvert de boue, et je me laisserai porter. Lorsque les premières lueurs du jour viennent frapper ton visage, souillé de terre, de sang, de larmes, qu'est-ce que tu vois d'Astrid? Astrid, où es-tu? Que voit-on? Je suis à quelques mètres de la cabane aux moutons, exactement là où mon Jarl m'a laissé, plantée, droite comme un i, les pieds joints au milieu de l'herbe, le regard fixe sur l'horizon. Je n'ai pas bougé, je n'ai fait aucun geste depuis tout à l'heure. Henrik, Torp te laisse une fois que vous êtes baigné par la clarté de ce soleil levant et se dirige vers le Jarl. C'est un ours. Je n'ai jamais vu d'empreinte aussi énorme. C'est un monstre, mon Jarl. Je ne peux laisser un ours mangeur d'hommes libre sur mes terres, mes sujets à sa merci. Hagar, son frère, qui tient toujours la petite Léla mais qui la repose au sol, dit « Ce n'est pas une bête mangeur d'hommes, mon frère. Elle s'est contentée de déchiqueter le garçon, sans le dévorer. C'est peut-être un mauvais esprit qui s'est retourné contre Astrid. Se sert hier. Nous avons peut-être fait quelque chose de mal dans le rituel. La prière a été faite après que le jeune Ivar l'ait tué. »« Ah, c'est absurde, mon frère. Astrid et sa famille n'ont rien fait contre les esprits. » Est-ce que j'entends ça? Ou est-ce que ils sont trop loin de moi? C'est selon ton état d'esprit, parce que nous allons cocher un état émotionnel. N'est-ce pas, Astrid? Quel est-il? Que choisis-tu? Pour l'instant, je cocherais bien perdu, isolé, mais j'aurais envie que cette masse d'Astrid soit devenue un peu comme un robot, quitté de cette dernière flamme de vie qu'elle avait. Mais l'accusation sur son fils, même si c'est indirect, même si c'est juste maladroit, va la sortir un peu de sa torpeur. Sans forcément enlever ce côté perdu, isolé, mais c'est ça qui va lui faire reprendre pied à peu près dans une pseudo-réalité. Et que fais-tu alors que la réalité refait légèrement surface? Dans une gestuelle assez étrange, je me retourne, je fixe cet homme et j'avance sur lui en marchant. Je ne cours pas, je ne me précipite pas, mon visage est toujours nu de toute expression, mais j'avance sur lui. Pour te diriger vers Hagar, sans doute que tu dois légèrement contourner Henrik, ton beau-frère. Sans un regard pour mon beau-frère, je ne fixe que cet homme qui vient de parler. Tu te diriges vers lui pour quoi? Que fais-tu, Astrid? Arrivé à sa hauteur, en tout cas à ma hauteur de bras, je vais l'attraper à la gorge et le pousser en arrière, sans un mot. Ah, qu'est-ce que tu fous? Alors que tes doigts viennent se serrer à sa gorge épaisse, Hagar a un peu la même constitution que son frère, très robuste. Celui-ci recule d'un pas ou deux. Tu le dépenses en taille. Sa main charnue et rêche vient agripper ton poignet. Et après avoir reculé de 2 pas, sa force résiste à la tienne. Et il te fixe. Je viens coller mon visage au sien. Mon nez tout proche de sa bouche ne salit pas la mémoire de mon fils. Avec une quelconque pensée de ton cerveau d'abruti. C'est peut-être ta mémoire qui est souillée, Astrid. Si tu avais autorisé le rite de passage à l'âge adulte à Ivar, il aurait festoyé toute la nuit avec nous. Et il serait vivant. Je resserre ma main et je rentre mon pouce dans le trou à côté de la trachée. Je serre fort. Hagar, Astrid, cessez ceci. Je n'entends pas. Robustesse ou mêlée? À quoi ça ressemble? Robustesse, j'ai formidable. Mêlée, j'ai excellent. Non, on va te conseiller formidable, On part pour formidable. Au hasard, mais vraiment... Ouais, juste ça comme ça, là. Pour obtenir exactement l'effet que tu veux, Astrid, 65% et moins. 65. Nice. Ah, ben décris-nous, qu'est-ce qui arrive? Alors qu'on commence à entendre les pas du Jarl
Loken qui se dirige vers vous deux. Moi, dans ma tête, là, je n'ai pas de limite. À ce moment-là, il vient d'oser avoir des paroles terribles envers mon fils après ce que je viens de voir, même si je n'ai pas encore réalisé tout ça, mais dans ce flou un petit peu qui se passe dans ma tête, je n'analyse pas vraiment, et juste cet homme vient d'avoir de mauvaises paroles envers mon fils et envers moi-même dans une situation comme celle-là. Donc je n'ai pas de limite. Moi, je serre et je ne m'arrête pas. OK. Donc, si je comprends bien, les dernières paroles qu'il a prononcées, c'est-à-dire que si Ivar avait été adulte, il aurait resté pour les festivités, pour le festin. Tu n'y as pas réfléchi encore? Pas encore, ou peut-être que je n'ai pas envie d'y réfléchir, et c'est peut-être pour ça que ma main est venue s'agripper si fort pour qu'il se taise. Ouais, il est peut-être venu allumer quelque chose. Allumez le feu. Alors décris-nous, alors que ça passe. Je suppose que ces derniers mots vont finir dans un petit quick de cri de souris, et que la fin de sa phrase ne va pas réussir à sortir au même ton que sa grosse voix. C'est pas très viril tout ça. Et son visage va commencer à rougir comme en manque d'air. Quelques gouttes de sueur vont dévaler le long de ses tempes. J'ai toujours mon visage collé au sien. J'écoute son souffle qui commence à s'accélérer à la recherche d'un air précieux. Et je savoure. Avec sensiblement la même tendresse qu'il t'a touché pour te sortir de la cabane à moutons, la main du Jarl Loken vient se poser sur cet avant-bras qui serre la gorge de son frère. Astrid, s'il te plaît, pardonne à Hagar. Il me faut quelques secondes pour que ces paroles atteignent ce qu'il me reste de conscience. Je lui jette un regard, je passe de lui à son frère, et je finis par lâcher avec un visage de dégoût clairement affiché. Pour une fois, l'émotion est bien là. Le Jarl jette un regard mauvais sur son frère. Va faire boire les chevaux, Hagar. Puis il se retourne vers toi. Demain, nous célébrerons le passage du jeune Ivar vers l'autre monde. Puis je partirai sur les traces de la bête maudite. Demain, nous partirons, alors. Quoi? Non! Difficilement, Hagar s'interpose. Il en est hors de question, mon frère. Tu as des responsabilités, tu es notre Jarl. Et demain, nous sommes attendus à Brandholt pour la grande réunion. Dis-lui, Henrik. Quand il me regarde, il me voit poser Leila, que j'avais récupérée dans les bras. Et je viens me mettre à la droite de Astrid. Nous partirons, demain. Thorp, le premier bouclier, s'approche du Jarl. Je traquerai la bête en votre nom, mon Jarl. Votre frère a raison. Vos responsabilités. Vous êtes trop important. Puis le jeune Thorp se retourne vers toi, Astrid. Le guerrier dans la mi-vingtaine te fixe. Il a la barbe et les cheveux noirs, ces derniers retenus là, par une tresse qui décore son dos. Les yeux bleus, peut-être un peu trop scrutateurs et inquisiteurs, trop curieux. Thorp semble toujours réfléchir. Tu ne me connais pas, Astrid, cœur de fer. Mais j'ai grandi ici, sur ces terres, avant que tu t'y installes. Ici, j'ai eu le cœur nourri par les récits de tes exploits, durant les batailles de conquête, alors que je n'étais qu'un enfant. Je connais ces terres, je connais ces forêts. Je vais retrouver la bête qui t'a arraché ton fils et la rendrai à la terre. Je le jure sur mon honneur, que l'esprit du vent en soit témoin et qu'il efface mon nom des mémoires des hommes, si je me parjure. Puis, il penche la tête, comme s'il se mettait à ton service. Je le détaille des pieds à la tête, puis de la tête aux pieds. De longues secondes qui deviennent malaisantes, j'imagine. Et je finis par un très simple signe de tête qui servira à donner mon accord. Laisse Thorp les guider. Mon frère, ta position fait en sorte que tu ne dois pas t'exposer à une pareille chasse. On sent tout le dilemme, creuser les traits vieillis du Jarl Loken. Je le regarde un instant et je pense que 3 personnes suffiront. Un soupir, un regard résigné. Je présiderai la cérémonie d'Ivar demain. Thorp vous guidera pour trouver la bête, qu'il en soit ainsi. Considérant cette conversation terminée, je vais me retourner, aller attraper une fourche posée au mur et commencer à nettoyer le foin taché de sang à l'entrée de la cabane. En faire un tas un peu plus loin, allumer ce tas et alimenter le brasier au fur et à mesure avec la paille tachée de sang. Alors qu'on voit au loin un feu prendre vie devant la silhouette d'Astrid
Cœur de fer, Torp s'approche de toi, Henrik. Toi qui as repris Léla dans tes bras. Allez, petite, on va aller débarbouiller tout ça. Et il te libère de ton fardeau. Et à peine m'a-t-il libéré que j'ai un hochement de tête pour mon Jarl. Et je me rapproche de Tora. Je tente de la relever doucement, de regarder son visage si tout va bien, de m'assurer que sa vie n'est pas en danger. Comment vont les enfants? Alors que tu as un genou au sol et que tu soulèves son torse et sa tête, ton regard se porte vers le sud, Henrik, vers cette rivière que tu as vue en rêve, dont l'esprit a jailli sous la forme d'une femme. L'eau de cette rivière que tu observes en ce moment même semble rouge, telle une coulée de sang. Est-ce l'effet du soleil levant? Puis, tout le paysage que tu observes se flétrit. Les feuilles brunissent et tombent. Les arbres se dessèchent et tombent. Les oiseaux se débattent et tombent. C'est un désert presque sans vie qui s'étend devant toi. Et comme un écho dans ta tête, une voix. Ô mer de sang, si la mer se déchaîne, c'en sera terminé de votre peuple et de votre quiétude. Ton rêve. Ton rêve qui t'a averti, t'envahit. Et voilà, c'est la fin de la première partie de Mer de sang. On vous invite pour la deuxième partie et la conclusion à venir bientôt, afin de suivre notre trio qui croit à tort qu'il s'engage dans un simple combat contre un ours, alors que les enjeux sont beaucoup plus importants que cela. Et on vous laisse avec un petit moment cocasse, si nous on fait du montage, c'est entre autres pour t'éviter nos dérapes avec la technique. Ciao. Je suis pas sur le bon all beer, je suis toute seule. Ah oui, non mais... Je suis toute seule. Je suis toute seule. Je suis sur celui de kiwi. Bah après, tu t'as juste à lancer un dé, donc c'est pas... Moi, regarde, Ouais, ben écoute, je vais... Non, mais j'arrive. Je me mets sur le mien aussi. Écoute, Je suis partie chez toi, kiwi. Et moi, quand je clique sur le mien, je vais sur celui d'Eric. Ah bah super. Dis donc, Ça va bien. Bah, je suis toute seule ici aussi. Non mais attends, je me... À quand les tutos techniques des imagitateurs pour aider les gens? Ok. T'es où? T'es encore chez moi, là? Non, je suis partie chez Eric maintenant. Ah bah attends, je retourne chez Eric alors, putain. Voilà, on est Moi, au je moins touche à rien parce que je vais foutre le bordel là-dedans. Ouais, allez, nice. C'est bon, elle a fait 1. Non. Mais où êtes-vous? Nous sommes là, c'est bon. On est chez toi. Alors, je disais robustesse, j'ai formidable, mais léger, excellent. Non, on va te conseiller formidable, hein? Eh ben, on part pour formidable. Au hasard, hein, mais vraiment... Ouais, je dis ça comme ça, là. Pour obtenir exactement l'effet que tu veux, Astrid, 65% et moins. 65. Nice. Ah, ben décris-nous, qu'est-ce qui arrive? Eh oui, tout ça pour un seul jet. Ouf.